Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 14 juillet 2017, vous savez que c'est le jour de notre fête nationale depuis une loi de 1880. Mais dans l'histoire, le 14 juillet représente un événement que nous avons tous appris à l'école. Le 14 juillet est le jour de la prise de la Bastille, mais aussi de la fête de la Fédération qui a eu lieu un an plus tard, le 14 juillet 1790. Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce hors-série de la grande histoire, je vous propose de revenir sur ces deux 14 juillet qui ont été déterminants dans l'histoire de la Révolution française. Partie 1, mai-juillet 1789, des États généraux à l'Assemblée nationale. Le 5 mai 1789 s'ouvre à Versailles les États généraux, assemblée extraordinaire qui représente les trois ordres. Cette assemblée convoquée par le roi est son seul moyen de lever un impôt exceptionnel pour éviter la banqueroute du royaume. Mais très vite, le tiers-état critique le système de vote par ordre et non par tête, système qui assure la majorité aux deux autres ordres. Cette division entraîne de mai à juillet la division de l'assemblée entre le tiers-état et les autres ordres, tandis que le roi dont le fils aîné vient de mourir le 4 juin ne se préoccupe plus de la vie politique. C'est devant l'absence de réponse du roi et des privilégiés que le 17 juin 1789, les députés du tiers-état, rejoints par quelques députés du clergé, se constituent Assemblée nationale. Le 20 juin, Louis XVI a fait fermer la salle des menus plaisirs. Les députés se réunissent alors dans la salle du jeu de paume, où ils font le serment de ne pas se séparer avant d'avoir obtenu une constitution pour le royaume. Le 27 juin, les deux autres ordres se joignent au reste des députés. Le 9 juillet, l'Assemblée nationale devient Assemblée nationale constituante, mais le 11 juillet 1789, Louis XVI renvoie Necker et des troupes étrangères encerclent Paris, ce qui fait croire à un coup de force. Partie 2. Les journées du 12 et 13 juillet 1789. Le lendemain, les Parisiens sont informés du renvoi de Necker. Vers midi, un jeune et peu connu journaliste, Camille Desmoulins, harangue la foule au palais royal, annonçant une Saint-Barthélemy des patriotes et à prendre les armes contre le gouvernement royal. Dans l'après-midi, de nombreuses manifestations ont lieu dans les rues de Paris et dans le jardin des Tuileries. Le royal allemand, régiment de cavalerie commandé par le prince de Lambesc, un proche de la reine, charge la foule aux Tuileries, faisant plusieurs blessés, peut-être des tués. Le soir, Pierre-Victor de Bénézval, à la tête des troupes installées à Paris, donne l'ordre au régiment suisse cantonné au Champ de Mars d'intervenir. Dans la nuit, 40 des 50 barrettes d'octroi sont incendiées. Le peuple réclame la baisse du prix du grain et du pain. À 6 heures, on plie le couvent Saint-Lazare où l'on dit que les grains seraient stockés. 2 heures plus tard, une réunion des électeurs de la capitale se tient à l'hôtel de ville. Au milieu d'une foule déchaînée, ils décident de former un comité permanent et de créer une milice bourgeoise de 48 000 hommes. Chaque homme portera comme marque distinctive une cocarde aux couleurs de Paris, rouge et bleu. Pour armer cette milice, les émeutiers mettent à sac le garde-meuble où sont entreposées les armes de collections anciennes. Le lendemain matin, le 14 juillet, à 10 heures, devant le refuge de son gouverneur, une foule de 40 000 personnes environ se présente devant l'hôtel des Invalides pour s'emparer des fusils qui y sont stockés. La foule escalade les grilles, descend dans les caves et s'empare des 30 000 à 40 000 fusils à poudre noire qui y sont stockés, ainsi qu'une vingtaine de canons et d'un mortier. Les Parisiens sont désormais armés et il ne manque que la poudre qui est à la Bastille. Bénézval avait donné l'ordre de stocker la poudre dans la forteresse. Partie 3. La prise de la Bastille. Avant d'être une prison royale, la Bastille est une forteresse hérissée par Charles V et construite de 1370 à 1383 pour défendre les quartiers est de Paris. C'est le cardinal de Richelieu qui l'a transformée en prison d'État, à laquelle restent attachées les lettres de cachet, qui permettaient un emprisonnement sans jugement dans l'arbitraire le plus total. L'imagerie post et pré-révolutionnaire a largement contribué à entretenir le mythe d'une Bastille abritant des cachots où pourrissaient les victimes de la monarchie. Cependant, la Bastille avait perdu en partie la fonction de prison d'État, ce qui prouve le fait qu'il n'y avait que 7 prisonniers à la Bastille en juillet 1789. Mais revenons le matin du 14 juillet. Une première délégation du comité permanent de Paris se rend à la Bastille vers 10h30. La délégation n'envisage pas de prendre le bâtiment par la force, mais souhaite ouvrir la voie des négociations. Elle a pour mission de demander le retrait des canons et la distribution de la poudre et des balles aux Parisiens qui forment la milice bourgeoise. Cette délégation est reçue avec amabilité, elle est même invitée à déjeuner, mais repart sans avoir eu le gain de cause. Cependant, la foule s'impatiente et certains imaginent que la délégation est retenue prisonnière, ce qui aggrave les tensions. À 11h30, une deuxième délégation menée à l'initiative de Jacques Thuriot se rend à la Bastille. Thuriot, qui souhaite éviter un affrontement, inspecte les lieux et demande des garanties. Le gouverneur s'engage à ne pas prendre l'initiative des tirs. Pendant ce temps-là, la foule des émeutiers armés des fusils pris aux Invalides se rassemble devant la Bastille. Elle amène avec elle 5 des canons pris la veille aux Invalides et aux garde-meubles. Soudain, une explosion prise à tort par des émeutiers comme une canonnade ordonnée par le gouverneur déclenche les premiers assauts. Des émeutiers réussissent à pénétrer dans l'enceinte et abaissent le premier pont-levis. À 13h30, les 82 Invalides, défenseurs de la Bastille et les 32 gardes suisses ouvrent le feu sur les émeutiers qui continuent leur assaut sur la forteresse, faisant une centaine de tués. Vers 14h, une troisième délégation se rend à la Bastille, suivie d'une autre à 15h.
Cette dernière, voulue dans les formes par le comité permanent de l'hôtel de ville, affublée d'un tambour et d'un drapeau pour afficher son caractère officiel, se présente devant le marquis d'Aulnay, mais n'obtient toujours rien. Dans la confusion, la dernière délégation fut prise à partie par la foule des assiégeants. Les négociations sont dès lors closes. Désormais, c'est par la force que l'on compte prendre la forteresse. À 15h30, un détachement d'une soixantaine de gardes françaises se présente devant la Bastille avec 5 canons. Ces canons sont immédiatement mis en batterie contre les portes et le pont-levis du château. L'attaque proprement dite de la forteresse débute. À 17h, la garnison de la Bastille rend les armes sur promesse des assiégeants qu'il n'y aura aucune exécution s'il y a reddition. Les émeutiers, parmi lesquels on dénombre une centaine de tués et une 73 blessés, envahissent la forteresse, s'emparent de la poudre et des balles, puis libèrent les 7 captifs qui étaient emprisonnés. Sur le chemin, d'Aulnay est massacré. Sa tête est découpée au canif par un boucher avant d'être promenée au bout d'une pique dans les rues de la capitale. Les têtes de Delaunay et de Jacques de Fessel, prévôt des marchands de Paris, accusés de trahison, sont promenés au bout d'une pique dans les rues de la capitale. À 18h, ignorant la chute de la Bastille, Louis XVI ordonne aux troupes d'évacuer Paris. Cet ordre est apporté à l'hôtel de ville à 2h du matin. Le soir même, un entrepreneur privé réunit 800 ouvriers et entreprend la démolition de la vieille forteresse dont les jours étaient de toute façon comptés. À Versailles, Louis XVI note dans son journal à la date du 14 juillet rien. Mais il ne s'agit que du résultat de sa chasse habituelle. Dans la nuit, le roi apprend la prise de la Bastille et il aura ces mots. « C'est une révolte » demanda Louis XVI. « Non, sire, c'est une révolution » répondit le duc de la Rochefoucauld. Surpris par la violence populaire, le roi se retient de dissoudre l'Assemblée. Les députés, dans une séance mémorable, prennent la résolution de siéger en permanence. La révolution poursuit son cours. Le 16, il rappelle Necker et le 17 juillet reconnaît les nouvelles autorités parisiennes. Le maire de Bailly et le commandant de la garde nationale Lafayette en se rendant à Paris. Partie 4, le 14 juillet 1790. Un an plus tard, le 14 juillet 1790, une grande fête est organisée sur le champ de Mars pour fêter le premier anniversaire de la prise de la Bastille, qui doit être la fête de la réconciliation et de l'unité de tous les Français. Près de 100 000 personnes y participèrent, parmi lesquelles les représentants des départements, les députés, Louis XVI et Marie-Antoinette, le roi et la reine prêtent leur serment à la nation et à la loi. Partie 5, le 14 juillet aujourd'hui. C'est le 6 juillet 1880 que le 14 juillet fut déclaré jour de fête nationale sans préciser si on commémorait le 14 juillet 89 ou le 14 juillet 90. Je vous laisse choisir quel 14 juillet on commémore et si vous voulez savoir mon avis, on fête un peu des deux, le début de la Révolution et de l'union des Français autour de la nation. En tout cas, depuis 1880, le 14 juillet donne lieu à un défilé militaire dans à peu près toutes les villes de France. C'est donc la fin de ce hors-série sur le 14 juillet 1789 et 1790. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode de La Grande Histoire. Ciao.